Donc, que j'ai le plaisir de présenter avec Stéphanie Coulon, qui est ingénieure au service de transition écologique à la FFB, à la direction des affaires techniques, et avec Sarah Lespinasse, s'occupe du service assurance à la FFB. Donc, qui vont vous présenter les différentes thématiques du jour. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail, donc, on va parler des sujets un peu chauds au niveau construction, hein, tout simplement. Donc, la REP et le réemploi derrière. Les attestations qui sont en vigueur là depuis le 1er janvier. Bon, le petit point Euro 2020, il n'y aura pas grand-chose à dire, mais le deuxième point important, c'est la réforme du régime CatNat. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On essaye de regarder à trois là oui, voilà, je vais vous donner plein de bonnes nouvelles, Fabrice, encore une fois. On essaye de regarder le chat à chaque fois et de répondre et de répondre aux questions au fur et à mesure. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc sur la REP. Stéphanie, du coup, sur la REP, c'est toi la grande spécialiste à la FFB de ce sujet-là. Je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de rappeler dans le détail ce que c'est la REP, mais c'est cette fameuse éco-contribution que toute personne qui met sur le marché un produit de construction doit payer à un éco-organisme et qui est répercuté, que ce soit aux constructeurs ou aux entreprises. C'est rentré en vigueur le 1er mai 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et depuis, il y a eu beaucoup de rebondissements. Enfin, il y en a toujours. Et c'est ces différentes nouveautés que tu vas nous présenter, notamment sur les barèmes et les points de collecte. Donc, je te laisse la parole et tu me dis quand il faut passer les slides. Pas de problème. Merci Julien. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis ingénieure environnement au service transition écologique de la FFB et en charge notamment des questions économie circulaire REP qui nous occupent déjà depuis quelques années. Donc effectivement, la REP est entrée en vigueur au 1er mai 2023 dans sa phase opérationnelle et il s'est déjà passé pas mal de choses. Alors comme on a peu de temps, l'idée c'est de vous faire un concentré d'informations sur les nouveautés. Première chose, les barèmes 2024 des éco-contributions. On ne les a pas encore tous, mais on a été publié la semaine dernière celui de Valobat, donc un barème partiel, puisque nous n'avons pas les tarifs de tous les produits bois, et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Au plus tard, ces barèmes des produits bois sont attendus d'ici fin février. Dans l'attente, vous avez déjà tout le reste, mais le bois n'y figure pas. Ces barèmes, donc publiés la semaine dernière, entrent en vigueur au 1er mai 2024 dans l'ensemble, hein, y compris les produits bois qui seront publiés fin février. L'ensemble entrera en vigueur au 1er mai 2024. Ce qu'on observe, et on va le voir dans les slides suivantes, c'est une tendance à une forte hausse. Selon les produits, c'est assez variable, mais ce qu'on peut observer dans le tableau qui vous est présenté aujourd'hui, et puis la présentation vous sera transmise, donc pas de panique si vous n'avez pas le temps de tout lire aujourd'hui. Globalement, sur les produits minéraux, produits matériaux minéraux, une hausse entre 1,5 et 2%, sauf pour le prémix, où là, on a une inflation importante, puisqu'on voit que les prix sont multipliés par 8,6. Ce qu'on observe, c'est une augmentation importante sur les fenêtres aussi, fois 4,5. Les garde-corps, 3,7 sur les isolants. C'est Excusez-moi, j'ai perdu la présentation sur mon écran. Voilà. Ouais, là, Les isolants, on est autour, voilà, c'est ça, entre 4,3 et 5. Et également, inflation importante sur tous les produits plâtres, on est autour de x3. Julien, je pense que tu voulais ajouter quelque chose par rapport Oui, pour ces calculs. compléter là ce que tu dis, donc c'est des barèmes, ils datent enfin moi j'en ai pris connaissance en début de semaine là, donc on est en train d'analyser un peu le nouveau surcoût que ça engendre. Comme tu disais, c'est différent suivant les postes, enfin suivant les matériaux. Il y en a tout ce qui est placo, isolation, c'est vrai que
ça fait du x4, x5. C'est un peu plus mesuré sur tout ce qui est béton. Donc sur un premier calcul que j'ai fait sur une petite maison de 90 mètres carrés, ça fait un billet en tout de 200 euros en plus, quoi. Donc en gros, je suis si on parle en pourcentage, je suis à plus 50% par rapport au montant d'une éco-contribution précédente. Donc si l'éco-contribution sur une maison au total, si on fait la somme de toutes les éco-contributions, on était, je dis n'importe quoi, à 300 euros, et ben avec ces nouveaux barèmes, je suis autour de 450 euros, donc plus 50%. C'est moins que ce qu'on imaginait, faut le dire, ça reste beaucoup, surtout si on cumule sur tous les chantiers et surtout si ça fait plus 50% tous les ans, bah, ça va commencer à faire beaucoup, beaucoup. Mais je suis à voilà, un facteur, là tu parlais de facteur entre 2023 et 2024, je suis à peu près à- à un facteur de 2,8 entre les barèmes 2023 et les barèmes 2024 en moyenne, en prenant un peu tous les matériaux qu'on met le plus dans les maisons. Euh, donc, euh, donc voilà à peu près. Et quand je dis plus 50%, c'est sur le prix de revient là que je parle, hein. Donc prix de revient total, fourni posé. Donc encore une fois, une augmentation et surtout une augmentation, je ne sais pas si tu en parles après, Stéphanie, qui s'applique au 1er mai. Donc qui n'est pas encore en vigueur, mais qu'il faut anticiper bien évidemment dans les ventes et dans les contrats que vous allez signer. Peut-être si tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, Julien, la slide avant. Encore. Encore? Encore. Voilà. Donc Valobat, on les a. Valdelia, les barèmes étaient déjà publiés depuis un an. Eux, ils avaient sorti directement les barèmes 2023-2024 ensemble et les hausses sont plus modérées. On est entre 1,5 et 2,5, mais ils étaient partis de plus haut. Ces barèmes, pour le coup, sont déjà entrés en vigueur au 1er janvier 2024. Quant à Écomaison et Écominéraux, on n'a pas encore leur barème. Aux dernières nouvelles, celui d'Écominéraux devrait paraître d'ici la fin de semaine, mais bon, entre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils font, on n'est jamais bien sûr, donc attendons de voir. Donc, pour Oui, l'instant, on n'a pas d'informations pour eux. Dans tous les cas, les barèmes Écomaison et Écominéraux entreront également en vigueur au 1er mai 2024. On vous transmettra les informations dès qu'on aura analysé leur barème en conséquence. oui. C'est important de le dire qu'Ecominero a pas encore publié ses barèmes et que du coup, tout ce qui est plancher, notamment plancher préfa, sont pas encore inclus dans les calculs que je vous ai donnés, puisqu'on est toujours sur les barèmes d'Ecominero et donc des anciens barèmes 2023. Là aussi, ça risque d'évoluer. Et donc, ça risque de faire évoluer le surcoût que je vous ai annoncé. Quand je dis évoluer, c'est pas à la baisse, hein, évidemment. On peut avancer. Dans ce cadre-là, du coup, la FFB met à disposition des adhérents des recommandations dans le cadre des relations avec vos fournisseurs. Alors, je ne sais pas si tu vas en dire deux mots, Julien, mais sinon, de toute façon, ces recommandations vous seront transmises à la suite de la réunion. Julien, tu as un mot à ajouter là-dessus? Oui, Pour alors permettre juste, il y a d'anticiper et d'intégrer ces surcoûts. effectivement une info réseau qui a été envoyée par la FFB. Nous, on va la compléter prochainement avec les derniers calculs là, dont je vous fais part et des informations, notamment vis-à-vis de la relation avec ce qu'on appelle les metteurs sur le marché dans le cadre de la REP, mais en gros, c'est les industriels, hein, et les distributeurs. Donc pour vraiment vous donner les clés sur à quel moment il doit ou pas appliquer cette éco-contribution et vous la refacturer derrière. Si on prend Valobat, ce qu'on disait, c'est que tout ça entre en vigueur, enfin ces nouveaux barèmes entrent en vigueur au 1er mai. Donc c'est-à-dire que eux doivent, enfin les industriels membres de Valobat doivent s'acquitter de l'éco-contribution auprès de l'organisme, auprès de l'éco-organisme à partir du 1er mai uniquement. Ça veut dire que si avant il y a une refacturation d'une éco-contribution barème 2024, si elle est avant le 1er mai, théoriquement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Alors après, c'est compliqué d'aller vérifier les factures parce que là, on parle de 1 euro, de 2 euros, de centimes, quoi, hein, à chaque fois. Mais faut être vigilant là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que tu as dit, Stéphanie, c'est que Valdelia, c'est déjà en vigueur au 1er janvier et que Barème Valobat, c'est au 1er mai.
et que Et les trois autres, les deux Écominéraux autres aussi, hein. et les deux autres Écominéraux, et là, je ne l'ai plus en tête, mais c'est pas encore en vigueur. Ils rentreront en Écomaison. vigueur, quand même, ils ne sont pas publiés, mais ils rentreront tous en vigueur au 1er mai, les deux. D'accord. Voilà. Ok. Et Euh, donc, ça, c'est un des combats de la FFB. Alors, je sais pas si, ouais, c'est l'un des combats qu'on mène aussi sur la visibilité pour les nouveaux barèmes. C'est ça. Pour nous, et on le dit depuis maintenant un moment, le 3-4 mois de visibilité sur les barèmes avant leur entrée en vigueur, c'est clairement insuffisant au vu des délais qui peuvent se produire entre la signature des marchés et l'exécution du chantier. Donc la demande FFB, c'est 9 mois de visibilité sur les barèmes. Et ce qu'on souhaite faire et les actions de lobbying qu'on est en train de mener, ce serait de réglementer ce délai de publication des barèmes. Délai de publication le délai entre la publication pardon, et l'entrée en vigueur. Et pour ça, voilà, on rencontre aussi bien la DGPR, les parlementaires, et l'idée, c'est potentiellement de déposer soit un projet de loi, soit un amendement dans un projet de loi en cours sur ce sujet. Donc, on continue en tout cas l'action là-dessus et on a à ce stade une bonne écoute des pouvoirs publics qui comprennent vraiment la situation. Et le jeu de concurrence entre les éco-organismes fait qu'ils s'attendent tous les uns les autres et que c'est pour ça qu'on a des délais si courts de publication à ce stade. Je peux avancer. Simplement, rapidement, mais juste pour vous expliquer pourquoi on n'a pas les produits bois. Et puis une autre information importante, actuellement, il y a un projet d'arrêté qui vient modifier le cahier des charges des éco-organismes. Il n'est pas publié, mais toutes les concertations sont terminées depuis mardi, hein. Le dernier passage, c'était en Conseil supérieur de la construction mardi dernier. Ce projet d'arrêté, il prévoit deux choses importantes et impactantes sur notamment les barèmes. La première, c'est que les produits bois vont avoir une prime, c'est-à-dire des baisses d'éco-contribution de manière réglementaire. En gros, ce sont des produits qui sont issus de ressources renouvelables, qui sont facilement recyclables et donc qui contribuent à l'atteinte des objectifs de la REP. De ce fait, ils vont bénéficier d'une réduction d'éco-contribution. C'est pour ça que tant que l'arrêté n'était pas sorti, eh bien, les éco-organismes attendaient cette officialisation pour afficher clairement des éco-contributions ou des modulations plus faibles pour le bois. Et le deuxième point important de cet arrêté, et non des moindres, c'est le report de la prise en charge du transport et d'ébène pour la reprise sur chantier. Alors attention, c'est-à-dire que les entreprises, en gros, qui bénéficient aujourd'hui, qui font appel à un collecteur pour venir récupérer les déchets sur le chantier, en 2024, il était initialement prévu qu'il y ait une prise en charge non seulement des coûts de traitement des déchets triés, mais aussi prise en charge du transport et d'ébène par la REP. Or, ce qui va se passer à la publication de cet arrêté, c'est qu'il va y avoir le report des postes pris en charge transport et d'ébène. Par contre, les déchets triés, les coûts de traitement des déchets triés, y compris pour la reprise sur chantier, seront bien financés par la REP, seront bien pris en charge par la REP. Pourquoi cette question? Il faut savoir que la FFB, depuis le départ, a été opposée à ce que la partie transport rentre dans l'assiette de la REP. Parce que quelque part, déjà c'est un poste qui est très important. Donc vous voyez 100 millions d'euros par an. Donc ça alourdit les éco-contributions de manière très significative. Et d'autre part, toutes les entreprises n'utilisent pas ce service de collecte sur chantier. Beaucoup d'artisans, petites entreprises, elles apportent directement. Et donc, selon nous, ça crée une distorsion de concurrence entre les services pour les artisans qu'ils auraient dû financer en finançant le transport et les entreprises plus importantes qui font appel à des collecteurs. De fait, il y a une étude qui va être menée en 2025 sur la partie transport pour voir si l'ensemble du transport doit être financé par la REP, s'il y a un vrai bénéfice environnemental à ce que ça soit fait, ou bien si dans certains cas, seulement dans certains cas, il y a une vraie plus-value et auquel cas il y aura un financement par la REP, notamment quand l'exutoire est vraiment loin ou pour inciter au tri ou autre. Il y a des questions toutes ces questions-là vont se poser et c'est pourquoi la prise en charge du transport et d'ébène est reportée. Et je le redis, les coûts de traitement des déchets
y compris pour la reprise sur chantier, vont bien être pris en charge en 2024. Ces trois exemples, ils montrent bien la complexité un peu technocratique de ce sujet REP. Bon, les éco-modulations pour les produits vertueux, en soi, c'est pas une mauvaise idée, mais quand on rentre dans le détail, on se rend compte que c'est hyper complexe. Et puis le troisième point, il est intéressant parce qu'on pourrait dire que bah, la REP, la prise en charge du transport permettrait de faire baisser les coûts. Bah, par exemple, quand on fait appel à un prestataire déchet, bah, si ça lui finance le transport, ça peut faire baisser les coûts pour le constructeur, mais on se rend compte qu'in fine, tout ça est reporté dans le coût de la REP et que si c'est pour augmenter les éco-contributions derrière, c'est pas forcément un bon calcul. Voilà. Ça, c'était pour la partie paiement. Mais souvent, quand on paye, on s'attend à avoir un service. Là, le service qui était imaginé, c'était la reprise gratuite dans les points de collecte. Ça aussi, c'est le deuxième aspect bah, qui marche pas du tout. Alors, Enfin, je vais quand même nuancer tu nuanceras peut-être, mais ton qui pose propos, mais question, on va dire, effectivement, et il tu peut pourras mieux nous en faire, parler. clairement. Donc, il y a trois services qui doivent théoriquement être mis en place par les éco-organismes de reprise sans frais des déchets. Le premier, c'est le reprise en point d'apport volontaire. À ce jour, il y a 2700 sites à peu près de reprise qui sont essentiellement destinés aux petites quantités, hein. Sur ces 2700, vous avez 350 déchetteries professionnelles. Donc là, pour le coup, vous pouvez apporter des quantités plus importantes. Mais le reste est constitué essentiellement de négoces, distributeurs, donc avec peu de place, plutôt des petites quantités destinées aux artisans, et quelques déchetteries publiques qui commencent à rejoindre le système. Vous avez dans la présentation, vous aurez le lien vers la cartographie des points de reprise. Alors, il y a quand même un nombre important de points. Je vous l'ai dit, plutôt pour les petites quantités, donc ça ne concerne pas tout le monde, mais néanmoins, voilà, ça peut fonctionner. Et si vous en avez un à côté de chez vous, n'hésitez pas à vous renseigner parce que ça peut potentiellement intéresser en tout cas les entreprises. Deuxième service qui, pour le coup, est partiel, la reprise sur chantier. Alors, à ce jour, si vous êtes intéressé par ce service, adressez-vous soit à Valobat, soit à Valdelia. Valobat a une offre plus conséquente en termes de volume accepté. Valdelia plus limitée, c'est plutôt premier arrivé, premier servi. Néanmoins, les deux ont des offres qui sont structurées. Comme je vous l'ai dit, la reprise sur chantier, seuls les coûts de traitement des déchets seront pris en charge. La partie transport reste à la charge de l'entreprise. En gros, comment ça fonctionne? Vous adressez à Valobat, ils ont une liste de à peu près 400 prestataires déchets qui sont référencés et qui sont partenaires de la REP. Donc, il faudra choisir un collecteur globalement qui est dans cette liste pour bénéficier des soutiens. Reprise en entreprise, donc si certaines entreprises ramènent leurs déchets chez elles pour les massifier et puis ensuite font appel à un collecteur, pour le coup, idem, Valobat et Valdelia proposent une offre avec un contrat direct entre l'entreprise et l'éco-organisme qui met à disposition des bennes et finance pour le coup transport et contenant. Donc ça, c'est reprise en entreprise, hein, pas reprise sur chantier. Voilà. Là, attends, je sais pas si tu l'as dit, mais il y a une Et pour question. info, on est en train on va sortir très prochainement un document qui va venir compiler l'ensemble des modalités pratiques. En gros, là, une fois que je vous ai dit ça, vous allez me dire, mais comment je fais concrètement, à qui je m'adresse, où j'appelle, sur quel lien je clique pour trouver. Justement, ce document va synthétiser toutes les offres des 4 éco-organismes en vigueur et justement comment on fait pour y accéder. Ok. Tu as une question dans le chat là, je sais pas si tu l'as détaillé, je pense que si, mais la prise en charge des bennes sur chantier est valable pour un volume minimum de 50 mètres cubes. Qu'est-ce que ça se Alors, passe c'est quand ça. tu es inférieur? La reprise sur chantier, effectivement, elle est valable pour les chantiers qui produisent sur toute la durée du chantier au minimum 50 mètres cubes de déchets. 50 mètres cubes, c'est à peu près, on va dire, une benne standard, c'est entre 8 et 10 mètres cubes. Donc, vous voyez, c'est à peu près, soit si vous avez une benne sur le chantier, 5 à 6 rotations de bennes. Si vous avez deux bennes qui peuvent être mises sur le chantier, vous avez, en gros, trois rotations. Ouais, voilà, c'est défini réglementairement ce seuil, effectivement. Mais Pour et la quand tu es en reprise dans un... dessous?
Et quand tu es en dessous, il y a pas de soutien. En gros, ils considèrent que tu peux apporter dans un point de reprise toi-même ou bien Ok, sinon, voilà, pour bénéficier de la reprise. très bien. Pas très bien, non, mais bon. Et pour la reprise en entreprise, il y a pour le coup, chaque éco-organisme voilà, fonctionne, c'est un peu à la carte, hein. Hmm. Si ce n'est que Valobat met à disposition des bennes entre 20 et 30 mètres cubes. Donc, il faut quand même avoir des volumes assez conséquents de déchets à trier. C'est pas Bon, des déchets triés. en tout cas, pour tous ces aspects un peu spécifiques de prise en charge, etc., c'est bien de se retourner vers l'éco-organisme aussi. Il y a des Tout à contacts fait. locaux. Et comme je vous dis, toutes ces modalités un peu spécifiques pour chaque type de reprise, on va publier ce document où vous aurez vraiment tous les détails. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est consolidé nulle part. Alors, au niveau Pour info, communication, voilà, au niveau sensibilisation, communication du sujet, on vient de sortir donc 4 fiches mémo REP, en gros recto verso, très courte, l'essentiel de la REP, ce qu'il faut savoir. Sur ces fiches, vous avez à chaque fois des QR codes si vous voulez approfondir un sujet, retrouver les derniers barèmes, le détail des consignes de tri, etc. Donc c'est voilà, la synthèse à avoir quand on se pose des questions et comprendre rapidement le sujet. Deuxième on vient de sortir également une collection de pictos. Vous connaissiez peut-être déjà les pictos de la FFB pour, en gros, créer une signalétique sur les bennes et aider les compagnons au tri sur le chantier. On a adapté cette signalétique à la REP avec les consignes de tri de la REP. Et donc, vous avez non seulement l'illustration pour le compagnon des déchets acceptés, et juste en dessous, vous avez des déchets acceptés, déchets interdits par type par type de déchets. Vous pouvez du coup télécharger gratuitement, bien sûr, tout ça sur le site Déchets de chantier. Vous avez l'adresse en bas à droite. Et vous avez une consigne de tri, les consignes de tri en poster également à retrouver. Sachez qu'on ne s'est pas limité à l'arrêt de bâtiment, hein, parce que le secteur est aussi soumis à d'autres REP, hein, sur les produits chimiques, les déchets électriques et électroniques. Il existe aussi des solutions de reprise pour ces déchets-là. Et donc, on a élargi à l'ensemble. ah bien, bon, ça aussi, vous l'avez sur le site déchets-chantier.ff bâtiment. On vous le reliera aussi via une actu, notamment les consignes de tri, parce que ça, c'est très important, parce que c'est justement les déchets repris gratuitement, c'est les déchets qui sont triés d'une certaine manière, et c'est ce qui est décrit ici. Donc, c'est très important. Un sujet lié, ou en tout cas qui serait la suite logique de la REP, c'est l'essor du réemploi dans le bâtiment. Et c'est pour ça que Sarah aussi est là, parce qu'il y a forcément des questions d'assurabilité. Donc là, je vous laisse la main pour nous parler notamment des actions de la FFB sur ce sujet. Oui, effectivement, on est de plus en plus questionné sur ces sujets de réemploi. On voit qu'il y a de plus en plus de maîtres d'ouvrage qui s'y intéressent pour différentes raisons. Très rapidement, pour bien remettre dans le contexte ce à quoi on se réfère quand on parle de réemploi. Le réemploi, c'est toute opération par laquelle des substances ou matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. En gros, quand on dit réemploi au sens réglementaire, c'est le réemploi d'un produit sur le chantier, donc il ne sort pas du chantier puisqu'il ne prend pas le statut de déchet, pour un usage identique, c'est-à-dire pour si on réutilise par exemple, je dis n'importe quoi, des terres sur un chantier, eh bien on va les réutiliser en tant que terre, on ne détourne pas l'usage. Réutilisation, là, pour le coup, le déchet sort du chantier, il est potentiellement reconditionné et il est utilisé de nouveau, soit pour un même usage, soit pour un usage différent. Contrairement au recyclage, où du coup le produit est vraiment, on reconstitue une matière première secondaire, on passe par un process industriel, par exemple recyclage du plâtre, on va récupérer du plâtre de déconstruction, séparer le gypse d'un côté, le carton d'isolant de l'autre, et puis on va refaire du gypse propre avec ce gypse recyclé pour refaire une plaque de plâtre derrière. Donc on passe vraiment par un process industriel. Ça, c'est le recyclage. Le réemploi, il peut y avoir du reconditionnement. Par exemple, on prend une porte, on va la repeindre, la poncer, lui mettre un coup de lasure, et puis on va la réutiliser sur un autre chantier, soit en tant que porte, soit pour un usage différent qui peut être décoratif ou cloison, ou on peut détourner son usage comme on veut.
Dans le langage courant, on ne fait pas de différence, ou très peu, entre réemploi et réutilisation. On dit quasiment toujours réemploi, même si ça passe par le statut de déchet, même si si l'usage est détourné ou pas. Voilà, déjà, pour caler les choses. Alors déjà, l'essor du réemploi, il est en partie dû, c'est pas seulement un effet de mode, l'État pousse à ce que le réemploi se développe par différents aspects. Très rapidement, la loi anti-gaspillage et économie circulaire prévoit différentes dispositions. L'arrêt de bâtiment, bien sûr, qui prévoit des objectifs de réemploi qui sont, selon nous, très ambitieux. 4% du gisement réemployé en 2027. À ce jour, on est à moins de 1% du gisement réemployé. C'est vraiment une niche. Donc attendre 4% en 2027, selon nous, ça nous semble quand même très ambitieux, surtout que c'est en masse et que les produits réemployés, souvent, relèvent des produits de finition ou autres, ne sont pas forcément des pondéreux. Deuxième axe qui fait que le réemploi se développe, la RE 2020, qui accorde un gros bonus aux produits de réemploi, puisque dans le calcul ACV, les produits de réemploi ont un impact carbone nul. Donc en gros, même si ce n'est pas le cas dans la réalité, l'État a fait le choix de considérer que leur impact carbone était égal à 0. Donc vous pouvez mettre autant de produits de réemploi que vous souhaitez dans votre projet, ça ne viendra pas alourdir le résultat ACV, l'indicateur IC de votre projet. Et puis enfin, la stratégie française énergie-climat qui prévoit dans sa feuille de route le réemploi comme un levier, un des leviers pour décarboner le secteur. En plus de ça, on a des maîtres d'ouvrage qui sont certains très motivés par la chose et qui du coup incluent des clauses sans forcément savoir de quoi ils parlent vraiment, mais parfois des objectifs chiffrés à atteindre en termes de réemploi, ce qui fait que, en gros, voilà, on s'y met et on avance sur le sujet. Donc l'AFFB vient de réactiver, parce il a déjà existé, son groupe de travail réemploi qui est présidé par Alban Vibrac, le président de l'AFFB 54, cette commission est copilotée à la fois par la commission assurance, la commission transition écologique et la commission technique pour la partie normalisation. Ce qui permet d'associer les compétences, puisque ce sujet est aussi un autre sujet complexe à appréhender. Tu peux avancer. Voilà, quelques mots sur les principaux piliers de la doctrine FFB et nos actions qui en découlent. Du coup, disposer de matériaux caractérisés pour les chantiers, c'est vraiment un des points clés qui aujourd'hui est voilà, un point faible en tout cas dès lors qu'on veut réemployer des produits soit structurels qui nécessitent des caractéristiques structurelles, des caractéristiques techniques particulières liées à la performance énergétique par exemple. Là pour le coup c'est un gros frein au réemploi de ces produits. Bien sûr créer, c'est tout à fait lié, des conditions assurantielles favorables au réemploi et limiter l'incertitude juridique. Créer un cadre économique équilibré incitatif au réemploi, ce qui est loin d'être toujours le cas aujourd'hui, et bien sûr favoriser un réemploi en circuit court, ça n'aurait pas de sens de faire voyager ces produits. Alors, en deux mots, pour expliquer un petit peu le contexte assurantiel, vous avez à l'écran un schéma qui est issu de l'agence qualité construction et qui explique un petit peu le domaine qu'on appelle de la technique courante et de la technique non courante. Vous le savez ou pas, mais dans tous les contrats d'assurance de base, ne sont assurées que les techniques courantes, c'est-à-dire toutes celles qui sont sur la gauche du slide, donc tout ce qui est conforme à des DTU, à des recommandations professionnelles, à des règles professionnelles, et éventuellement aussi tout ce qui est produit sous avis technique ou sous ATEX avec avis favorable. La difficulté, si je peux utiliser ce terme dans le domaine du réemploi, était que, sauf cas particulier, les règles de l'art applicables ne visent pas spécifiquement ce cas. Donc les assureurs considèrent qu'on est dans le domaine de la technique non courante. Il y avait donc tout un travail à faire pour permettre voilà, de faire passer les produits de réemploi de la partie droite du slide, c'est-à-dire technique non courante, qui suppose de se rapprocher de son assureur si on souhaite les mettre en vigueur sur une opération, à la partie gauche du slide, c'est-à-dire verte, qui est la technique courante. Et on va le voir, les choses ont plutôt bien avancé de ce côté-là. Donc tu peux passer
Voilà, Julien, merci. Voilà. Alors, l'AQC a proposé la définition de recommandations professionnelles de réemploi qui a été acceptée par France Assureurs et pour le coup ont démarré des projets de rédaction de recommandations professionnelles de réemploi. Ce qui fait que ces produits-là, si ces recommandations sont acceptées par la C2P, le réemploi de ces produits passeront en technique courante et donc vous n'aurez plus à aller négocier au cas par cas avec votre assureur, ce qui est quand même un pas important. Il faut savoir qu'il y a déjà pas mal de métiers, on le verra après, qui ont commencé à travailler sur des recommandations professionnelles. Mais l'idée, c'est d'amplifier le travail avec la création d'un grand programme de recommandations professionnelles réemploi via un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME France 2030 sur lequel l'AQC est en train de préparer un dossier. Tu peux avancer. Voilà, pour vous dire que donc on a certains de nos métiers qui sont déjà au travail, notamment des recommandations professionnelles qui sont en train d'émerger sur l'étanchéité bardage, sur la métallerie, sachant que la première recommandation professionnelle réemploi va passer en C2P fin janvier, c'est peut-être la semaine prochaine, et donc ce serait un peu le démarrage d'une nouvelle ère, en tout cas sur la partie réemploi. Puisque du coup, il y en a une première qui devrait être acceptée. En déconstruction recyclage aussi, il y a des travaux qui sont en cours. On nous pose souvent la question, mais c'est rédiger des recommandations professionnelles, ça prend beaucoup de temps, c'est pas prêt de sortir, quand est-ce que ça va être fait? Sachez que l'idée, c'est pas de pondre du coup des usines à gaz, loin de là, c'est justement de rester le plus pragmatique possible et ces recommandations professionnelles n'ont pas vocation forcément à être très longues et très complexes. Donc, ça peut aller plus vite qu'on ne le pense. En tout cas, on fera tout. Voilà. En parallèle de ça, juste pour vous dire que ça avance, le CSTB a enclenché des travaux dans le cadre d'un projet qui s'appelle Spirou. Alors, à ce stade, ces documents, les entreprises n'ont pas été forcément associées, mais il y a déjà un premier travail qui est fait. Donc, il est fort possible que ces travaux servent de base à de futures recommandations professionnelles de réemploi, quitte à être adaptées ensuite aux attentes des entreprises, mais il y a déjà une bonne base sur tous ces produits-là. Voilà pour activité Merci. réemploi. Je ne sais pas si vous avez fait le tour. Bon, sur ce qu'on essaye de faire là, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est essayer de vous vendre un petit peu positivement toutes ces histoires autour de la REP et du réemploi. Alors certes, la REP, bon voilà, elle marche pas bien, elle coûte, les points de collecte sont pas tous opérationnels, etc., etc. Bon, maintenant, elle est là, il faut faire avec. Et il faut faire avec, il faut essayer de s'en servir, on va dire. Donc, C'est un ça. aspect supplémentaire, c'est qu'on va mettre à jour notre catalogue de formation là, de Pôle Habitat pour vous proposer des formations à la fois REP, à la fois DIAC PEMD. DIAC PEMD, c'est le diag qu'il faut faire sur notamment les grosses démoles ou les grosses rénaux pour maîtriser les flux de déchets. Donc, pas pour faire ces diags, mais au moins pour les lire, pour s'en emparer et pour que la REP ne soit pas uniquement un coût. Ce sera un coût, ce sera un coût qui d'ailleurs va augmenter, mais le non-tri des déchets va aussi coûter de plus en plus cher. Donc, c'est pour ça qu'on vous incite à trier les déchets sur les chantiers. À terme, ce sera de moins en moins cher. Cette reprise, elle sera même quasiment gratuite. Donc, il y a entre guillemets des petits bénéfices à faire là-dessus. Et aussi, il y a tous les aspects réemploi qui sont hyper importants, notamment l'aspect RE 2020. On voit que quand on utilise du réemploi sur un lot, le lot, il est compté à quasiment zéro au niveau carbone. Quand on va aller chercher du seuil 2025, 2028, 2031, ça peut être intéressant. Donc, il y a des leviers. Il y a des leviers. Le déchet, ça va devenir une ressource. Comme toutes les ressources vont se raréfier, le déchet, lui aussi, il va prendre de la valeur en termes de ressources. Donc, il y a des sujets, il y a des sujets intéressants sur le plan technique à travailler. Et voilà, on essaye de vous montrer que la REP, c'est pas qu'un fiasco, même si ça en a été un Voilà. Et pendant puis, quelques mois. même si les services de reprise sans frais peuvent paraître limités aujourd'hui, il y en a qui existent.
Donc, vous êtes au courant, vous savez où chercher et vous allez en savoir mieux encore quand on vous aura transmis le document qui compile tout comment on fait. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. La REP, c'est tellement compliqué que pas grand monde n'y comprend grand-chose. Donc, vous avez la matière pour pouvoir vous en saisir et vous saisir de ce qui existe, même si c'est pas partout et pas encore pour tout le monde. C'est certain qu'il y en a parmi vous qui pourront en bénéficier. Donc, allez-y. Ok, bah écoute, merci Stéphanie. Je crois en plus que tu dois y aller, tu as une réunion, donc Voilà. Bah, merci merci à beaucoup. tous pour votre attention et bonne suite de réunion. Si vous avez des questions, donc soit je pourrais y répondre sans Stéphanie, soit je lui transmettrai et c'est elle la grande spécialiste, donc elle pourra vous répondre. Donc n'hésitez pas là sur les questions-réponses. Merci encore Stéphanie. Je vais vous parler moi rapidement. Alors, quand Emmanuel Macron parle de simplification, de simplifier les procédures, bah là, c'est un beau contre-exemple que je vais vous présenter. Vous avez vu probablement notre actu passé en début d'année sur la nécessité depuis le 1er janvier de fournir des attestations de respect de la réglementation. Donc, il y a rien de vraiment nouveau en soi sur ces attestations. C'est juste qu'il y a une ordonnance qui est sortie en 2022 qui regroupait un peu toutes les attestations nécessaires pour montrer qu'on respecte bien les règles de construction, notamment les règles acoustiques, accessibilité, argile, sismique, énergétique, etc. Ce qui était attendu, c'est un peu les modalités d'application. Et donc, ils sont sortis entre Noël et le jour de l'an, là, en 2023. Et donc, vous avez, que vous soyez en maison ou en logement collectif, différentes attestations à produire à différents moments par différentes personnes. Donc, donc vous aurez la présentation, et puis vous avez l'actu de toute façon qui résume tout. Là, je suis en maison individuelle. Donc, vous avez au stade permis de construire à fournir une attestation sur les performances énergétiques et environnementales. Bon, ça, c'est les attestations BBODH de l'ARE 2020. Donc, ça, on connaît. Vous avez aussi à fournir cette attestation à l'achèvement des travaux. Donc, pareil, hein, c'est les indicateurs de l'ARE et les contrôles de ventile. Donc, ça, il y a en soi rien de nouveau. Sur le sismique, vous avez une attestation à fournir à la fois au PC à l'achèvement des travaux dans les zones où la réglementation sismique s'applique en maison individuelle. Donc les zones 3, 4 et 5, ça c'est nouveau, ça n'existait pas. Ça existait peut-être dans certains cas où il y avait des PPR ou quelque chose comme ça, mais là c'est vraiment dans ces zones sismiques-là, en maison individuelle, vous avez une attestation, on va voir les modalités après, à fournir. Sur le RGA, et là c'est nouveau aussi, vous n'avez rien au PC, mais vous avez une attestation à fournir à l'achèvement des travaux. Donc ça c'est effectivement dans les zones argileuses moyennes et fortes, hein, là où la loi Elan s'applique. On commence à la connaître maintenant. Et pour l'acoustique et pour l'accessibilité, c'est dans des cas spécifiques, notamment en accessibilité, ou lorsque vous faites une maison pour la louer, enfin, lorsque le particulier ne construit pas pour son propre usage, réglementation accessibilité à respecter, attestation à fournir. C'est pas forcément nouveau. Je ne sais pas si on devait la fournir à la DRACP, mais en tout cas, il y avait bien un contrôleur technique qui venait à la fin du chantier pour contrôler. Donc là, c'est pas foncièrement nouveau. Alors la question, c'est qui peut réaliser ces attestations? Le constructeur peut je suis toujours en maison individuelle, hein, le constructeur peut toujours lui-même réaliser ces attestations sur les parties sismiques et argile. Donc ça fait 3 attestations si vous avez bien suivi. On vous a envoyé les modèles qui sont les reprises de ce qu'il y a dans les arrêtés hein, sur le site du pôle habitat. Donc là, le constructeur peut faire lui-même. Sinon, vous avez tout ce qui est bureau d'études agréé, donc là, les agréments sont en cours aussi, et contrôleurs techniques agréés, les Socotec, les Veritas, etc., eux peuvent rédiger l'ensemble des attestations. Je pense que pour, par exemple, tout ce qui est énergie, environnement, on fera appel à nos bureaux d'études thermiques classiques. Pour tout ce qui est accessibilité, c'est ceux qui venaient déjà faire les contrôles fin de chantier, par exemple, eux, ils pourront toujours. Donc, rien de, rien de foncièrement nouveau. Les attestations nouvelles, on va dire que le constructeur peut quand même les réaliser lui-même. Vous allez me dire à quoi ça sert. Ne cherchez pas forcément la logique dans tout ce que je vous dis, c'est juste de l'application réglementaire. Donc là, c'est ce que je vous disais. Les modèles qu'on vous a envoyés via une actu, enfin un complément de l'actu technique 2024-01, vous avez les modèles d'attestation. Et puis là, dans la presse que vous recevrez, vous avez des liens là
pour les télécharger directement depuis cette présentation. Pour le logement collectif, bah, c'est le même principe, sauf que bah, il y a un peu moins d'attestations. Et puis là, on est à chaque fois avec des bureaux d'études qui ont peut-être un peu plus l'habitude de faire ça. Donc, il n'y a pas d'attestation argile, hein, contrairement à la maison individuelle, mais il y a des attestations pour à la fois bah, énergie, environnement comme en RE. Le sismique, bah, c'est dans toutes les zones sismiques où la réglementation s'applique pour les logements collectifs, donc les zones 2, 3, 4 et 5. Et l'acoustique et l'accessibilité, bah là, j'ai mis équivalent aux pratiques actuelles. Parce qu'en fait, alors il y a une erreur hein, dans la case là, lorsque le MO ne construit pas pour son propre usage. Et accessibilité, c'est à l'achèvement des travaux et avec les contrôleurs qui sont déjà les contrôleurs techniques qui font déjà les contrôles et qui peuvent rédiger ce type d'attestation. Donc rien de foncièrement nouveau finalement pour le logement collectif. Peut-être les attestations sismiques. Je ne sais pas s'il y avait pour habitude d'envoyer des attestations de respect de la réglementation sismique à ces différentes phases, mais en tout cas, le reste, c'est rien de vraiment nouveau. Et là, pareil, il y a des modèles qui ont été définis dans les arrêtés sur lesquels les bureaux d'études et les contrôleurs techniques vont se baser pour faire ces attestations. Donc là, bah, qui peut faire ces attestations? Donc, bureau d'études, contrôleur technique, éventuellement architecte, mais dans le même cadre que pour la maison individuelle. C'est ces gens-là qui vont pouvoir réaliser ces attestations. Donc, on en avait parlé, hein, mais c'est en application d'une ordonnance qui vise aussi à renforcer les règles de construction. Donc, en fait, c'est un package global. L'État souhaite mettre en place un renforcement aussi des contrôles des règles de construction sur les chantiers. Ça, c'est en cours. On verra comment ça évolue. Et donc, on vous a transmis des modèles d'attestation, ça, je l'ai dit, et la date d'entrée en vigueur de tout ça. Donc, c'est au 1er janvier 2024. Donc, c'est déjà rentré en vigueur, sauf si vous avez déposé le PC l'année dernière et que vous déposez la DACT avant la fin de l'année. Là, vous pouvez rester sous l'ancien régime. Mais par contre, PC déposé en 2023, chantier livré, enfin DACT envoyé après le 1er janvier 2025, là on est sur le régime que je viens de vous présenter. Voilà, donc alors je lis les questions en même temps. Là, je vous ai mis tous les liens utiles vers tous les arrêtés, tous les décrets. À chaque fois, il y a beaucoup de textes là-dessus, mais c'est résumé là-dedans. Ces règles s'appliquent-elles aux extensions de maisons ou aux immeubles de logement collectif? La réponse est oui. Oui, oui. Un maître d'œuvre peut-il les rédiger? Bah, si c'est un maître d'œuvre agréé, type bureau d'études, oui. Il peut le faire. Non, pardon. Sur les maîtres d'œuvre, c'est pareil que les constructeurs. S'il a l'assurance classique enfin, d'un maître d'œuvre, il peut les réaliser lui-même. Voilà, n'hésitez pas là, à poser des questions. Alors après, extension de maison, s'il y a une déclaration préalable, je sais que ça s'applique au dépôt de permis de construire, donc je ne pense pas que sur les DP, il y ait cette obligation. C'est lorsqu'il y a un permis de construire. Euh, oui, oui, c'est vraiment une attestation. C'est une attestation sur l'honneur que j'ai respecté une réglementation qui est obligatoire, hein, mais il faut effectivement remplir un papier et l'envoyer à un service d'urbanisme qui reçoit déjà plein de papiers, qui ne sait pas quoi en faire. Le but, c'est que ces attestations tombent à un moment donné entre les mains d'un contrôleur type CRC, là, les contrôleurs du CEREMA, pour qu'ils viennent, pour qu'ils viennent contrôler les chantiers. Je pense que ce qu'il faut déjà contrôler, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'attestation qui est fournie, mais en tout cas, c'est vraiment une simple attestation, c'est des cases à cocher, hein. Je ne sais pas si je peux vous montrer si ça marche, là, vous n'allez pas le voir, mais enfin, je pense que vous avez vu, c'est des simples cases à cocher, des éléments à remplir. Il n'y a pas de contrôle de vérification. Si vous avez des fondations qui vous mettez 1,30 m de profondeur de fondation, ben, il n'y a personne qui va vous dire, ah, vous vous êtes trompé, c'était 1,50 m, quoi. C'est pas au service urbanisme qui vont faire ça. Une nouvelle usine à gaz, donc, une de plus, effectivement, malgré la volonté
de fin des énergies fossiles, on continue les usines à gaz. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Comme il nous reste que 10 minutes et qu'on va pas essayer et qu'on va pas empiéter sur les copains derrière, on va, alors l'ARE, hyper rapide. Il y a des nouveaux, alors il y a l'ARE 2020 va s'appliquer à des nouveaux types de bâtiments. Donc ça, c'est en cours de concertation. Donc tout ce qui est hôtel, restaurant, commerce, etc. Neuf, bien évidemment. L'ARE 2020 va s'appliquer. Donc là, il y a les modélisations qui sont en cours. C'est une application soit en cours d'année, soit au 1er janvier 2025. Dans le lien que vous avez là, vous avez toutes les infos sur la concertation, les documents techniques, si vous voulez anticiper un peu sur ces bâtiments-là. Vous avez tout sur le site là, du RTRE-bâtiment. Il y a une nouvelle version du guide du CEREMA, vous avez le lien aussi, qui introduit notamment les extensions, qui est un nouveau champ de l'ARE 2020 aussi. Et vous avez le lien vers le document technique qu'on a fait avec les partenaires du Pôle Habitat sur l'ARE 2020. Je passe très vite sur l'ARE parce que ce n'est pas la plus grosse des actualités. Et Sarah, je te passe la main pour la réforme du régime CatNat, parce que là aussi, c'est un sujet assez chaud, on va dire. Oui, c'est le cas de le dire, puisqu'on va surtout se concentrer sur la question de la sécheresse. Mais avant ça, si tu veux bien, on va quand même rappeler un petit peu le contexte. Donc, tu peux passer au slide suivant pour rappeler que la règle en matière de catastrophe naturelle, c'est qu'à partir du moment où on a un contrat qui couvre des dommages aux biens, donc ça peut être la multirisque pour les locaux, la flotte automobile, une garantie sur les dommages avant réception des travaux, la loi impose à l'assureur de donner une garantie sur les catastrophes naturelles, ce qui veut dire que c'est quand même une garantie qui est très largement diffusée sur l'ensemble des contrats que l'on a à titre pro ou perso. Et ça s'applique à des événements climatiques majeurs, donc d'intensité anormale et impossible à éviter. Donc là, je vais passer rapidement là-dessus. Mais voilà, c'était juste pour bien rappeler de quoi on parle. Alors, on a eu des premières modifications par une loi du 28 décembre 2021. Donc là, on est sur des modifications générales du régime des catastrophes naturelles. Je vais passer rapidement pour qu'on se concentre plutôt sur la sécheresse. Mais l'idée était, d'une part, de renforcer la transparence des procédures, il faut dorénavant motiver les arrêtés. Et il y a des voies de recours pour les maires qui contesteraient en fait un refus de reconnaissance d'une catastrophe naturelle. Il y a un interlocuteur à l'échelle du département pour tout ce qui concerne les catastrophes naturelles et la création d'une commission consultative nationale. Alors, la loi date du 28 décembre 2021. Cette commission ne s'est pas encore réunie, mais voilà, on peut avoir espoir que ça se fasse prochainement. L'autre pilier était la facilitation des démarches de prise en charge avec des délais raccourcis pour publier les arrêtés et des réductions de délais d'indemnisation des sinistrés. Pour info, sont également aujourd'hui pris en charge sous certaines conditions les frais de relogement et les frais de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réparation-reconstruction, mais uniquement pour les particuliers. Et ensuite, et c'est ça qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, c'est de traiter du sujet spécifique de la sécheresse. Alors, la première évolution qui date donc de 2021, c'est que ne sont pris en compte à présent que les dommages portant atteinte à la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination. Donc, pour certains, ça va un petit peu sonner comme la décennale. C'est pas complètement innocent. Mais alors qu'avant, et pour tous les autres dommages, c'est les conséquences matérielles d'un événement qui sont pris en charge. Ici, on introduit un critère de gravité du sinistre. Donc, c'est pas toute problématique de sécheresse qui sont prises en charge, il faut vraiment qu'il y ait une atteinte à la solidité. En revanche, compte tenu de la spécificité de la pathologie sécheresse, on allonge le délai de prescription à 5 ans. Voilà pour cette partie-là. Alors, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, donc, c'est la sécheresse, je vous l'ai dit, et plus précisément la mise en application de l'ordonnance du 8 février 2023 qui, pour la plupart de ces dispositions, je vais vous l'expliquer, est entrée en vigueur au 1er janvier 2024, mais sans décret, ce qui est un petit peu gênant. Alors, on a plusieurs points qui sont traités. Ça, c'est vraiment une annonce de plan, hein, les dommages pris en charge, l'affectation d'indemnités à la réparation, l'exclusion de certains biens et les expertises. Donc, je vais développer chacun de ces points en gardant bien à l'esprit que ce qui nous embête, c'est que les premières dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2024. Or, nous sommes le 25, si je ne me trompe, on n'a toujours pas le décret. Donc, tout ce que je vais vous exposer là, c'est sur la base en fait du projet qui a été soumis à consultation. D'après les informations qu'on a eues de la part des services de Bercy, le texte devrait d'une part rentrer en application rapidement et d'autre part être très très similaire à ce qui a été soumis à consultation. Donc, je pense que je ne prends pas un grand risque
voilà, en exposant les informations que vous avez à l'écran. Alors, premier point, donc au niveau des dommages pris en charge, un arrêté pourra dorénavant être pris en charge en cas de succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Alors, c'est un terme, enfin, en tout cas une phrase pas très très claire pour expliquer que l'idée est d'élargir les situations dans lesquelles un arrêté pourra être pris. C'est de faciliter la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur les sinistres sécheresse. Pardon. Alors, depuis le 1er janvier 2024, donc, seuls les sinistres susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâti pourront donner lieu à indemnisation, sauf qu'on attend le décret pour savoir comment ça va s'appliquer. Ce que l'on sait donc du projet, comme je vous l'ai dit, c'est que si on doit attendre l'atteinte à la solidité ou l'entrave à l'usage normal du bâti, bah, ça risque de poser problème sur des dommages qui seraient évolutifs, enfin, des désordres en tout cas qui seraient évolutifs. Donc, dans le projet de décret, il est prévu que l'expert, quand il passera, devra évaluer si, dans le temps, il y aura une évolution défavorable par exemple, des fissures, et donc de pouvoir dire, bah, OK, aujourd'hui, il n'y a pas d'atteinte à la solidité du bâti, ça arrivera dans le temps, ça peut donc être pris en charge tout de suite. Pour ça, c'est plutôt positif. Ce qui est plus gênant, c'est que seraient, regardez le conditionnel, exclu tout ce qui est remise, parking, terrasse, mur de clôture, serre, terrain de jeu, piscine et leurs éléments connexes, sauf s'ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos couvert, en gros de l'habitation. Ce point est quand même gênant, d'une part parce que ça veut dire qu'on aura des sinistrés qui ne seront pas indemnisés, mais d'autre part que la logique pour tous ces sinistres sur des constructions de moins de 10 ans, eh bien, c'est que ça va donner lieu à des déclarations en décennale. Donc, il y a quand même un glissement vers la décennale qui n'est pas présenté clairement comme ça, mais c'est vers ça qu'on tend. Donc, évidemment, si je déclare mon sinistre en décennale, pour mon parking, tant qu'à faire, je prends la maison avec. Alors que, voilà, ça devrait être le régime des catastrophes naturelles. Donc, ça, c'est un point qui nous embête un peu. Enfin, et le mot est faible, mais bon, voilà. Ensuite, affectation de l'indemnité à la réparation. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui était demandé par la fédération. Là aussi, on attend un texte d'application pour notamment prévoir des dérogations si l'indemnité qui est versée n'est pas suffisante pour réparer. Et des modalités, évidemment, pour que l'assureur informe l'assuré de cette obligation, qu'il ait des modalités pour vérifier. Donc, on aura 24 mois pour réparer à compter de la proposition d'indemnité. Si ce n'est pas fait, l'assureur aura la possibilité de demander la restitution de l'indemnité. Voilà pour l'indemnité. Concernant les dommages exclus, alors ça, pour le coup, on n'attend pas de texte d'application. On est sur quelque chose qui est d'application immédiate et qui fera écho à justement ce qui a été exposé sur les attestations Argile. L'État donc a instauré des conditions pour bénéficier de l'indemnisation en cas de sinistre sécheresse. D'une part, il faut que la construction soit réalisée avec un permis. Mais également qu'elle respecte les dispositions de la loi Elan, donc sur la prévention du risque argile. Donc, dans les zones exposées, soit il faudra pouvoir justifier des mesures forfaitaires, soit qu'on a suivi les préconisations d'études de sol. Comment on le fera? Via l'attestation. Donc, l'attestation à l'achèvement devra évidemment être transmise aux acquéreurs successifs du bien pendant les 10 ans pour pouvoir justifier qu'ils ont une construction conforme. À défaut, pas d'indemnisation catastrophe naturelle. Et le dernier point, c'est l'encadrement des expertises. Donc là, je passe très vite puisqu'on est sur des dispositions qui entreront en vigueur en janvier 2025. Donc là, on n'a pas vraiment d'éléments sur ce qu'il y aura. Mais l'idée, c'est de renforcer les obligations pour les experts, le contenu des rapports, les délais et modalités de leur élaboration. Voilà. Et dernier point, je suis désolée, j'aurais peut-être dû commencer par là, par les mauvaises nouvelles. Mais nous avons un arrêté du 22 décembre 2023. Voilà, il n'y a pas que pour les attestations qu'il y a des choses qui passent entre Noël et Jour de l'An, puisque c'est paru au journal officiel du 28. À compter de janvier 2025, il y aura une révision des taux de surprime pour les catastrophes naturelles. Sur le risque automobile, la taxe qui sera prélevée sur les contrats d'assurance passera de 6 à 9%. Donc, c'est sur les garanties vol et incendie, mais c'est quand même une grosse partie de l'assiette de cotisation. Et pour les autres risques, c'est-à-dire les multirisques locaux, le bris de machine, la perte d'exploitation, les dommages en cours de chantier, le taux passe de 12 à 20%. C'est quand même extrêmement significatif et ça va peser lourdement sur le post-assurance des entreprises et des particuliers aussi. Mais voilà, ce sera donc à compter du 1er janvier 2025. Donc, on espère que les assureurs n'ont pas ajouté à ça des augmentations des cotisations de base en plus des taxes.
Sinon, ça va commencer à faire beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les catastrophes naturelles. Je ne sais pas, Julien, s'il y a des questions. Oui, alors merci Sarah. On sent bien que là, l'État est en train de flipper quand il voit ce que ça va coûter les sinistres RGA et les sinistres CatNat en général dans les années à venir. Et donc, eh ben, on augmente encore les cotisations, les taxes, etc. Donc, c'est vraiment pas anodin. T'as deux questions là. La première, c'est le fait de fournir, enfin de ne pas fournir les attestations, notamment RGA et sismique, peut-il entraîner un refus de garantie par l'assureur hors CatNat? Alors, pas à ma connaissance. C'est Euh, sismique, non. Par contre, dans le cas de l'expertise, c'est vrai que ça risque de compliquer les choses pour justifier que la réglementation sismique a été respectée. hmm. RGA, l'obligation de transmission pour être indemnisé concerne les zones exposées. Donc, hors risque argile, comme ça, je ne vois pas. Mais bien évidemment, en fait, c'est un élément qui permet, sur le papier, de justifier qu'on a respecté les règles. Donc, à Hmm. défaut, dans le cadre d'une expertise, bah, la question peut se poser. Je ne réponds Bon, pas vraiment directement à la question, mais enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même mieux de les fournir, voilà, de les ah oui, garder, oui, ça c'est sûr. les donner aux clients, mettre dans le carnet numérique, je sais pas où, mais en tout cas, c'est toujours mieux d'avoir la traçabilité de tout ce qu'on a fait Oui. euh, pour les assureurs. Deuxième question, et si l'attestation dans les argiles moyens ou forts n'ont pas été transmises ou sont faux, la maison pourront-elles passer en calctin? Alors ça, c'est intéressant. C'est si tu as transmis une attestation, si j'ai bien compris, et et que en gros, bah, tu mets 1,20 m de profondeur et je dis n'importe quoi, et ben, il fallait mettre 1,50 m. L'expertise le démontre. Même si tu as respecté les dispositions forfaitaires, par exemple, est-ce que ça marche du coup? Alors, ce que prévoit le texte, c'est qu'il faut avoir l'attestation. Pourquoi? C'est parce que finalement, si moi, demain, j'achète une maison qui a été construite il y a 5 ans, je ne sais pas en fait comment c'est fondé, je ne sais pas ce qui a été fait. Hmm. Donc, vis-à-vis moi de mon assureur, il faut que je puisse justifier que j'ai bien eu l'attestation, que quelqu'un, quand même, Ouais. à un moment donné, a mis un tampon. Ça, c'est la Hmm. condition pour le sinistré. Par contre, si dans le cadre de l'expertise, on commence à aller analyser les fondations et qu'on voit que ça n'a pas été correctement fait, ça, on peut être sûr qu'on aura un recours contre les constructeurs. Mais formellement, à la fois, on voulait évidemment encourager le respect des mesures de prévention, c'est quand même l'idée, hein, mais ne pas pénaliser le maître d'ouvrage qui, lui, finalement, en fait, bah, n'est pas dans ses fondations pour savoir ce qui a été fait. Ouais. Bon, le message, c'est quand même de se protéger au maximum, de faire ses attestations, même si on n'a pas l'impression que c'est super utile, mais voilà, avoir une traçabilité de tout ça. Je pense que les assureurs vont aussi beaucoup serrer la vis sur les indemnisations de sécheresse. Il va y avoir beaucoup de sinistres dans les maisons là, des années 70-80, je pense. Donc, il faut vraiment se prémunir contre tout ça. Ça peut aussi faire, c'est malheureux, mais ça peut aussi faire des travaux de rénovation, de réparation, voire même de reconstruction. Donc voilà, ça va être un Ouais. gros sujet, la sécheresse, dans les années à venir. Tout à fait. Euh, Peut-être juste si je peux ajouter, Julien, ça risque de bloquer aussi en fait au niveau du notaire. C'est-à-dire que quand on voudra ouais, vendre un bien, si on ouais, n'a pas l'attestation, on hmm, risque de revenir vers les constructeurs si elles n'ont pas été faites. ok. Écoutez, de notre côté, au contraire, c'est très bien pour valoriser ceux qui font les choses bien également, effectivement. C'est pour ça que nous, on plaide aussi pour que les contrôles qui soient faits derrière soient avant tout faits chez les gens qui n'envoient pas les attestations, parce qu'il y en aura. Donc, je suis d'accord avec vous. Merci Sarah, merci à tous là de nous avoir suivis. On dépasse un peu le timing, mais vous avez rendez-vous à 10h15 avec la partie fiscalité. Donc, il y a notamment un nouveau des zonages qui ont évolué en fin d'année là, et puis il y a la loi de finances, hein, comme tous les ans, qui apporte des nouveautés. Donc, rendez-vous 10h15, c'est un autre lien, je crois, pour vous connecter. Vous avez dû le recevoir si vous vous êtes inscrit. Et encore merci à tous, bonne journée, bon courage et merci Sarah. Merci, bonne journée. Au revoir.